Midway, guten Tag. Je m'appelle Carole Omulinga Kalemera et je vais vous parler de la culture, de son héritage et surtout de sa transmission. Mais avant de faire cet exercice-là, j'aimerais simplement vous demander à chacun, de manière très indépendante et individuelle, de choisir un seul souvenir. Un seul souvenir. Et après, j'efface votre mémoire, j'efface votre disque dur, c'est le seul souvenir que vous allez garder. Bon, pendant que vous faites l'exercice, je vais vous partager le mien déjà. J'avais 5 ans. On était à Bujumbura. Il faisait chaud, il fait toujours chaud à Bujumbura. Et donc j'ai vu mon grand-père sortir de sa chambre. Il était grand, mon grand-père, très impressionnant. Il avait un rire qui remplissait toute la pièce. J'ai vu mon grand-père sortir en Mishanana. Il était beau, il était grand. Et il m'a dit, toi aussi, tu vas mettre un Mishanana aujourd'hui. J'ai regardé, je ne comprenais pas. Il m'a habillée. Et il m'a prise par la main et on est parti dans sa voiture. On a traversé Bujumbura et on est arrivé à un endroit que je ne connaissais pas. Là-bas, tous les hommes étaient très bien habillés aussi. Et mon grand-père m'a dit, non, non, tu ne vas pas t'asseoir avec les enfants là-bas, tu vas t'asseoir à côté de moi. Être assise à côté de son grand-père. En Mishanana, à 5 ans, c'était déjà pour moi le cinéma. Je m'assois et donc je vois d'autres hommes en train d'interpréter une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qu'ils jouaient d'un auteur rwandais. C'était la communauté des Rwandais du Burundi, réfugiés à l'époque, et qui jouait une pièce de Kaeshema qui s'appelait Pitié pour la reine. Je n'ai rien compris à cette pièce. Tout ce que j'ai compris, c'est que dans ce moment-là, mon grand-père, les personnes sur la scène et dans le public vivaient quelque chose d'exceptionnel. Le rite, cette culture, les émotions que ça suscitait chez eux, tout ça m'avait terriblement impressionné et ce souvenir-là est resté marqué dans ma mémoire. Et je crois que, si vous faites l'exercice aujourd'hui, parfois, ce qu'on emmagasine, les petites histoires, ce qu'on a vécu, là où nos émotions étaient les plus fortes, c'est ça qui reste dans notre esprit. Et je crois que c'est ce souvenir-là qui a décidé, aujourd'hui, le métier que je fais. Et je fais le métier que probablement 90% des parents rwandais refuseraient, n'accepteraient jamais, ne souhaiteraient pas leurs enfants d'embrasser. Je suis une artiste. On est d'accord. On est d'accord. La plupart des parents diraient oui, qu'est-ce que tu vas faire là? Voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et pour moi, c'était très très difficile parce que quand j'ai décidé d'embrasser cette carrière-là, c'était une évidence. J'ai grandi, comme beaucoup d'entre vous ici dans la diaspora rwandaise, les premiers enfants à grandir à l'étranger, avec le joli passeport sur lequel il est marqué « Réfugiés, tous les pays, sauf le Rwanda ». Et donc je dis que je veux devenir artiste. Et tout d'un coup, ma famille, la communauté à laquelle j'appartiens, se lève comme un seul mur et dit « Non, tu ne peux pas être ça ». J'ai dit « Mais ça quoi? Artiste ». J'ai dit « Mais tous les jours, c'était Guitaramo à la maison ». On a eu la chance, en tant que réfugiés, parce que parfois c'est une chance d'être réfugié, il faut le savoir, de grandir avec des grands artistes autour de nous, les Muyango, les Mitari, les Cécile Kayirebga, les Senor, et tous ces gens-là, on a grandi à côté d'eux et tous les jours ils chantaient, tous les jours ils dansaient. C'était notre vie quotidienne, jusqu'à ce que je rentre au Rwanda, que je me rende compte que ce n'était pas la vie de tout le monde, ni tous les jours. Et je ne comprenais pas pourquoi, si cette culture dans laquelle on m'a fait grandir, cette culture qui, pour tous les Rwandais, était, et c'est comme ça qu'on nous a fait grandir aussi, était notre épine dorsale, notre colonne vertébrale, était notre façon, notre rapport d'être au monde, solide, fort, et surtout fier et digne. Si tout ça, c'était cette culture-là, pourquoi je ne pouvais pas y participer? Pourquoi je ne pouvais pas chercher à l'enrichir? J'étais pas assez bonne? Est-ce que finalement cette culture était si importante que ça? Ou bien les 18 premières années de ma vie, on m'a menti tous les jours? Donc, ça a été un grand choc pour moi. Et plus tard, beaucoup plus tard, en fait, j'ai compris que ce mur, il était fait de peur. Il était fait de peur de la part des parents, de la communauté, en disant « Mais tu ne peux pas être ça. Tu ne peux pas être ça parce que nous ne sommes pas chez nous et tu ne peux pas faire ça. » Pourquoi? Leur peur était cristallisée autour d'une seule chose, on n'a pas de pays. On n'est pas chez nous. On n'est pas au Rwanda. Quand on est jeune, on est têtu. On a peur de rien, on prend des risques. Alors bon gré, mal gré, les messages des tantes, des tontons du Sénégal, au Burundi, en passant par Dakar, la Suisse, etc., où on m'a dit « ne fais pas ça, fais les maths, tu es bonne en maths, fais les maths ». Pour moi, les maths, c'est de la musique, il faut le savoir. J'ai quand même fait ça. Donc j'ai embrassé mes rêves, j'ai pris
le risque et j'ai décidé de rentrer au conservatoire et j'ai fait la musique et le théâtre. La communauté n'était pas d'accord avec ça. Quand on a eu un pays, j'ai pris la nationalité belge et j'ai dit, maintenant je rentre, on a un pays, je vais chez moi. J'y suis allée avec mes rêves, avec cette culture dans laquelle on m'a fait grandir, sauf que c'était en 96, j'avais 21 ans et la culture, elle n'était pas là. Elle n'était pas comme on me l'a dit, au centre, elle ne rassemblait pas les gens, elle n'était plus là. On ne la célébrait pas. Et même si je ne l'ai pas dit à l'époque à mes parents, ça m'a beaucoup blessée. J'ai eu l'impression qu'on m'a menti la moitié de ma vie. Alors je suis rentrée en Belgique et j'ai réfléchi. Mais j'ai continué à faire l'aller-retour entre la Belgique et le Rwanda chaque année. Dans mon agenda, il y avait 1 ou 2 mois réservés Rwanda. J'allais voir pourquoi est-ce que cette culture n'avait plus sa place. Et beaucoup plus tard, j'ai compris que si nous avions connu l'horrible tragédie, le génocide contre les Tutsis en 1994, c'était aussi pour ça. C'est parce qu'on avait pris la culture, on l'avait arrachée. Et sans culture, sans racines, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on devient? Alors j'ai choisi de rentrer au Rwanda, après avoir travaillé en Europe, aux États-Unis, quelque temps, où il était difficile d'être rwandaise, noire, sur les plateaux de télé, dans les films, etc., parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. Hein. On est là dans la salle, mais on n'est pas sur les écrans, on n'est pas dans les scènes de théâtre, on n'est pas dans leurs livres. Et pour moi, pendant tout ce temps-là où je vivais ici, à l'étranger, c'était une obsession. C'était un acte de résilience, comme la culture qu'on m'avait apprise, de dire aux gens, je suis là, j'existe dans votre société, et j'y existe culturellement. Vous ne pouvez pas m'ignorer. Alors je suis rentrée au Rwanda, et j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, dans lesquelles on avait semé cette petite graine qui avait grandi de la culture, comme ça. Et les personnes que j'ai rencontrées, c'était des femmes qui sont expertes en finance, qui sont juges, qui sont journalistes, etc., et qui avaient la même passion de la culture. Et avec elles, on a décidé qu'en fait, on allait faire tout notre possible pour replanter la culture au centre du développement humain au niveau du Rwanda. Et on a créé une organisation qui s'appelle ISHU. Et notre obsession, c'était de rendre cette culture de nouveau accessible à tous, et pas simplement réservée à une élite, ou dans les hôtels, ou aux événements, mais vraiment fondamentalement replanter la même graine qu'on avait plantée en nous chez les enfants, leur raconter des histoires sur les collines, et puis se tenir debout et dire aux jeunes artistes, aux jeunes talents du Rwanda, vous pouvez être artiste. Votre capacité à créer, c'est ça dont le Rwanda a besoin aujourd'hui. Votre capacité à prendre des risques, à imaginer un autre futur, c'est ça dont le Rwanda a besoin aujourd'hui. Et on est là, voilà, 15 ans plus tard, vous voyez des artistes tourner, ils font rire à Marrakech, ils tournent dans des films, ils sont à Berlin, ils sont à Toronto, ils sont partout. Et c'est devenu une évidence maintenant. C'est devenu une évidence pour les jeunes artistes rwandais qu'on peut. Dans un Rwanda qui a fondamentalement décidé de redéfinir les contours de notre humanité, qui a décidé de repenser les modalités de notre relation et de notre présence au monde, qui a ouvert les bras aux artistes en leur disant « on a besoin plus que jamais que vous soyez là », parce qu'on pense out of the box, parce qu'on imagine, on réinvente, on se raconte, et que le monde d'aujourd'hui a besoin plus que jamais que nous, les Rwandais, nous, les Africains, nous, les gens d'en dehors de ce eurocentrisme, contribuent d'une façon ou d'une autre à la diversité culturelle, mais surtout à la diversité des imaginaires. Alors, s'il vous plaît, les parents qui sont dans la salle, quand votre enfant va s'approcher de vous et veut dire « Maman, je veux être musicienne, je veux faire du cinéma », s'il vous plaît, dites-leur « oui ». Merci.